Bonjour à tous, donc vous allez voir, vous avez le petit programme qui vous raconte un petit peu les choses. Donc c'est un travail qu'on a fait avec les prépas techniques à venir. Bon spectacle, merci. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables s'il vous plaît. Je ferais mieux d'aller me coucher, mais je ne peux pas. Mes mains tremblent. Je crois que je devrais écrire une sorte de rapport. J'ai l'habitude. J'en rédige un par semaine le vendredi après-midi. Pour Guillemard, mon responsable. Là, ça sera pour moi. Je me dis, si tu racontes tout en détail, si tu t'appliques bien, à la fin, quand tu te reliras, tu pourras croire pendant 2 secondes que le couillon de l'histoire, c'est notre gars que toi. Et là, tu pourras peut-être te juger objectivement. Peut-être. Donc je suis là. Je suis assis devant mon petit portable qui me sert d'habitude pour le boulot. J'entends le bruit de la machine à laver la vaisselle en bas. Ma femme et mes gosses sont au lit. Depuis longtemps. Mes gosses, je sais qu'ils dorment. Ma femme, sûrement pas. Elle me guette. Elle essaie de savoir. Je pense qu'elle a peur parce qu'elle sait déjà qu'elle m'a perdu. Les femmes sentent ces choses-là. Mais je peux pas venir contre elle et m'endormir. Elle le sait bien. Il faut que j'écrive tout ça maintenant. Pour ces 2 secondes qui seront peut-être tellement importantes, si j'y arrive. Je commence au début. J'ai été engagé chez Paul Prideau le 1er septembre 1995. Avant, j'étais chez un concurrent, mais il y avait trop de petits détails irritants qui s'accumulaient. Par exemple, les notes de frais payées avec 6 mois de retard. Et j'ai tout plaqué sur un coup de tête. Je suis resté presque 1 an au chômage. Tout le monde pensait que j'allais devenir marteau à tourner en rond chez moi en attendant un coup de téléphone de la boîte d'intérim où je m'étais inscrit. Et pourtant, c'est une époque qui restera toujours comme un bon souvenir. J'ai pu enfin finir la maison et tout ce que Florence me réclamait depuis si longtemps. J'ai accroché toutes les tringles à rideaux, j'ai arrangé une douche dans le cagibi du fond, j'ai loué un motoculteur et j'ai retourné tout le jardin avant d'y mettre un beau gazon tout neuf. Le soir, j'allais chercher Lucas chez la nourrice, puis on passait prendre sa grande sœur à la sortie de l'école. Je leur préparais des gros goûters, avec du chocolat chaud. Pas du Nesquik, du vrai cacao touillé qui leur dessinait des moustaches magnifiques. Après, dans la salle de bain, on se regardait dans la glace avant de les lécher. Au mois de juin, quand j'ai réalisé que le petit n'irait plus chez Madame Ledoux parce qu'il avait l'âge de la maternelle, j'ai recommencé à chercher du boulot sérieusement et en août, j'en ai trouvé. Chez Paul Prideau, je suis agent commercial sur tout le Grand Ouest. C'est une grosse entreprise de cochonnerie, comme une charcuterie si vous voulez, mais à l'échelle industrielle. Le coup de génie du père Prideau, c'est son jambon au torchon, emballé dans un vrai torchon à carreaux rouges et blancs. Évidemment, c'est un jambon d'usine, fabriqué avec des cochons d'usine, sans parler du fameux torchon de paysan qui est fabriqué en Chine. Mais n'empêche que c'est avec ça qu'il est connu. Et maintenant, toutes les études de marché le prouvent. Si vous demandez à une ménagère derrière son caddie ce que Paul Prideau est pour elle, elle vous répondra le jambon au torchon. Et si vous insistez, vous saurez que le jambon au torchon, il est forcément meilleur que les autres, à cause de son petit goût authentique. Chapeau l'artiste, on fait un chiffre d'affaires annuel net de 35 millions. Je passe plus de la moitié de la semaine derrière le volant de ma voiture de fonction. Une 306 noire avec une tête de cochon rigolard décalquée sur les côtés. Les gens n'ont aucune idée de la vie que mènent les gars qui font la route. Les routiers et tous les représentants. C'est comme s'il y avait 2 mondes sur l'autoroute. Ceux qui se promènent et nous. C'est un ensemble de choses. D'abord, il y a la relation avec son véhicule. Depuis la Clio 1L2 jusqu'aux énormes semi-remorques allemands, quand on monte là-dedans, c'est chez nous.
c'est notre odeur, c'est notre foutoir, c'est notre siège qui a pris la forme de notre cul, et il s'agirait de pas trop nous titiller avec ça. Sans parler de la Sibie, qui est un royaume immense et mystérieux, avec des codes que peu de gens comprennent. Je ne m'en sers pas beaucoup. Je la mets en sourdine, de temps en temps, quand ça sent le roussi aussi, mais sans plus. Il y a aussi tout ce qui concerne la bouffe. Les auberges du Cheval Blanc, les restaurants, les promos de l'Arche. Il y a les plats du jour, les pichets, les nappes en papier. Tous ces visages qu'on croise et qu'on ne reverra jamais. Et les culs des serveuses qui sont répertoriés, cotés et mis à jour, mieux que dans le guide Michelin. Ils appellent ça le guide Michelin. Il y a la fatigue, les itinéraires, la solitude, les pensées, toujours les mêmes et qui tournent toujours dans le vide. La bedaine qui vient doucement, et les putes aussi. Tout un univers qui crée une barrière infranchissable entre ceux qui sont de la route et ceux qui n'y sont pas. Bonjour monsieur. Par ici s'il vous plaît. Installez-vous à cette table, je vous en prie. Grosso modo, mon travail consiste à faire le tour du propriétaire. Je suis en contact avec les responsables d'alimentation, des moyennes et des grandes surfaces. Ensemble, on définit des stratégies de lancement, des perspectives de vente et des réunions d'information sur nos produits. Pour moi, c'est un peu comme si je me baladais avec une belle fille sous le bras, en vantant ses charmes et tous ses mérites. Comme si je voulais lui trouver un beau parti. Mais ce n'est pas tout de la caser. Encore faut-il qu'on s'occupe bien d'elle, et quand j'en ai l'occasion, je teste les vendeuses, pour savoir si elles mettent la marchandise en avant, si elles n'essayent pas de vendre du générique, si le torchon est bien déplié, comme à la télé, si les andouillettes baignent dans leur gelée, si les pâtés sont dans de vraies terrines façon ancienne, si les saucissons sont pendus comme s'ils étaient en train de sécher, et si, et si, et si. Personne ne remarque tous ces petits détails, et pourtant, c'est ce qui fait la différence pour le prix d'eau. Je sais que je parle trop de mon boulot et ça n'a rien à voir avec ce que je dois écrire. En l'occurrence, c'est du cochon. Mais j'aurais pu vendre aussi bien du rouge à lèvres ou des lacets de chaussures. C'est ce que j'aime. C'est les contacts, la discussion et voir du pays. Surtout ne pas être enfermé dans un bureau avec un chef sur le dos toute la journée. Rien que d'en parler, ça m'angoisse. Le lundi 29 septembre 1997, je me suis levé à 6h moins le quart. J'ai ramassé mes affaires sans bruit pour éviter que ma femme ne grogne. Ensuite, j'ai eu à peine le temps de prendre ma douche parce que je savais que la voiture était à sec et je voulais en profiter pour vérifier la pression des pneus. J'ai bu mon café à la station Shell. C'est un truc que je déteste. L'odeur du diesel qui se mélange avec celle du café sucré me donne toujours un peu envie de vomir. Mon premier rendez-vous était à 8h30 à Pont-Audemer. J'ai aidé les magasiniers de Carrefour à monter un nouveau présentoir pour nos places sous vide. C'est une nouveauté qu'on vient de sortir en association avec un grand chef. Faut voir les marges qu'il se prend pour montrer sa bonne vie et sa toque sur l'emballage. Enfin. Le second rendez-vous était prévu à 10h dans la zone industrielle de Bourg-Gachard. J'étais un peu à la bourre, surtout qu'il y avait du brouillard sur l'autoroute. J'ai éteint la radio parce que j'avais besoin de réfléchir. Je me faisais du souci pour cet entretien. Je savais qu'on était sur la sellette avec un concurrent important, et pour moi, c'était un gros challenge. D'ailleurs, j'ai même fait gratter la À 13h, j'ai reçu un coup de téléphone paniqué de ma femme. Jean-Pierre, c'est toi? Bah, qui veux-tu que ce soit? Mon Dieu, ça va? Pourquoi tu me demandes ça? À cause de l'accident, évidemment. Ça fait 2 heures que j'essaie de t'appeler sur ton portable, mais ils disent que toutes les lignes sont saturées. Ça fait 2 heures que je suis là, à stresser comme une malade. J'ai appelé ton bureau au moins 10 fois. Mais merde, tu aurais pu m'appeler quand même. Tu fais chier à la fin. Mais de quoi tu me parles là? De quoi tu me parles? Et de l'accident qui a eu lieu sur la A13 ce matin. Tu ne devais pas prendre la A13 aujourd'hui? Mais quel accident? Non mais je rêve. C'est toi qui écoutes France Info toute la journée. Tout le monde ne parle que de ça, même à la télé. De l'accident horrible qui a eu lieu ce matin près de Rouen. Bon allez, je te laisse, j'ai plein de boulot. J'ai rien fait depuis ce matin. Je me voyais déjà veuve. Je me voyais déjà en train de jeter une poignée de terre dans le trou. Ta mère m'a appelé, ma mère m'a appelé. Tu parles d'une matinée? Non, désolé, c'est pas pour cette fois.
Faudra attendre encore un peu pour te débarrasser de ma mère. Espèce d'idiot. Eh Flo, Quoi? je t'aime. Je ne le dis jamais. Et là, qu'est-ce que je fais? Allez, à ce soir. Rappelle ta mère, hein, sinon c'est elle qui va y passer. Hein. À 19h, j'ai regardé les infos régionales. L'horreur. 8 morts et 60 blessés. Des voitures broyées comme des canettes. Combien? 50? 100? Des poids lourds couchés complètement brûlés. Des dizaines et des dizaines de camions de SAMU. Un gendarme qui parle d'imprudence, de vitesse excessive. Des corps qui n'ont pas encore pu être identifiés. Des gens hagards, silencieux, en larmes. À 20h, j'ai écouté des titres du journal de TF1. 9 morts cette fois. Florence crie depuis la cuisine. Arrête avec ça, arrête! Viens voir! On a traqué dans la cuisine, mais c'était pour lui faire plaisir, car le cœur n'y était pas. C'est maintenant que j'avais peur. Je n'ai rien pu manger, et j'étais sonné comme un boxeur trop lent. Comme je n'arrivais pas à dormir, ma femme a fait l'amour tout doucement. À minuit, j'étais de nouveau dans le salon. J'ai allumé la télé, sans le son, et j'ai cherché une cigarette partout. À minuit et demi, j'ai remonté un tout petit peu le volume pour le dernier journal. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de la malle de tôle qui s'éparpillait dans les deux sens de l'autoroute. Quelle connerie! Je me disais, les gens sont quand même trop cons. Et puis un routier est apparu sur l'écran. Il portait un t-shirt marqué de Castellet. Je n'oublierai jamais son visage. Ce soir-là, dans mon salon, ce gars a dit: D'accord, il y avait le brouillard. Et c'est sûr les gens roulaient trop vite. Mais tout ce merdier, ça serait jamais arrivé si l'autre connard n'avait pas reculé pour rattraper la sortie de Bourrachard. De la cabine, j'ai tout vu, forcément. Il y en a deux qui ont ralenti à côté de moi, puis après, j'ai entendu les autres s'encastrer comme dans du beurre. Croyez-moi si vous le pouvez, mais je voyais rien dans le rétro. Rien, du blanc. J'espère que ça t'empêche pas de dormir, mon salaud. C'est ce qu'il m'a dit à moi. À moi. Jean-Pierre Farret. À poil dans mon salon. C'était hier. Aujourd'hui, j'ai acheté tous les journaux. À la page 3 du Figaro du mardi 30 septembre. Une fausse manœuvre suspectée. La fausse manœuvre d'un conducteur qui aurait fait marche arrière à l'échangeur de Bourgachard dans l'Eure serait à l'origine de l'enchaînement qui a causé la mort de 9 personnes hier matin dans une série de carambolages sur l'autoroute A13. Cette erreur aurait provoqué le premier carambolage dans le sens province-Paris et l'incendie du canot-citerne qui s'est aussitôt ensuivi. Les flammes auraient alors attiré l'attention de... Et à la page 3 du Parisien. L'effarante hypothèse d'une fausse manœuvre. L'imprudence, voire l'inconscience d'un automobiliste pourrait être à l'origine du drame qui s'est traduit par cet indescriptible amas de tôles broyées dont 9 personnes, au moins, ont été retirées hier matin sur l'autoroute A13. Les gendarmes ont en effet recueilli un témoignage effarant selon lequel une voiture a fait marche arrière pour rattraper la sortie de Bourgachard à une vingtaine de kilomètres de Rouen. C'est en voulant éviter cette voiture que les... Et comme si ça ne suffisait pas, en voulant traverser l'autoroute pour porter secours aux blessés, 2 autres personnes sont tuées, fauchées par une voiture. En moins de 2 minutes, une centaine d'autos, 3 poids. Libération le même jour. Même pas 20 mètres. À peine. Juste un peu mordu sur les bandes blanches. Ça m'a pris quelques secondes. J'avais déjà oublié. Mon Dieu, je ne pleure pas. Florence est venue me chercher, dans le salon, à 5h du matin. Je lui ai tout raconté, évidemment. Pendant de longues minutes, elle est restée assise, sans bouger, avec ses mains sur son visage. Elle regardait vers la droite, puis vers la gauche, comme si elle cherchait de l'air. Et puis elle m'a dit: Écoute-moi bien, tu ne dis rien. Tu sais que sinon ils vont t'inculper pour homicide involontaire et tu iras en prison. Oui. Et alors qu'est-ce que ça changera?
Des vies supplémentaires de foutus, et qu'est-ce que ça changera? Elle pleurait. De toute façon, moi, ça y est. Elle est foutue, ma vie. Elle criait. La tienne peut-être, mais pas celle des enfants. Alors tu ne dis rien. Moi, je n'arrivais pas à crier. Parlons-en des enfants. Regarde-le, celui-là. Regarde-le bien. Et je lui ai tendu le journal. À la page, on voyait un petit garçon en pleurs sur l'autoroute A13. Un petit garçon qui s'éloigne d'une voiture méconnaissable. Une photo dans le journal. Dans la rubrique « Le fait du jour ». Il a l'âge de Camille. Mais bon sang, mais arrête avec ça. C'est ce que gueule ma femme en m'empoignant par le col. Arrête avec cette merde. Je te tais maintenant. Je vais te poser une question. Une seule. À quoi ça sert qu'un gars comme toi aille en tôle? Hein, dis-moi, à quoi ça servirait? À les consoler. Elle est partie, effondrée. Je l'ai entendue qui s'enfermait dans la salle de bain. Ce matin, devant elle, j'ai hoché la tête. Mais là, maintenant, ce soir, dans ma maison silencieuse, avec juste le lave-vaisselle en bruit de fond, je suis perdu. Je vais descendre, je vais boire un verre d'eau et je vais fumer une cigarette dans le jardin. Après, je vais remonter et je vais tout relire d'une traite pour voir si ça m'aide. Mais je n'y crois pas.